Alors que 2025 débute, un séisme politique secoue l'Afrique. Le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, reprend le contrôle total de ses terres. Une décision radicale qui pulvérise les privilèges des multinationales et ébranle les puissances étrangères. Fini le pillage. Avec cette réforme foncière, plus aucun étranger ne pourra posséder de terres burkinabais. Les investisseurs occidentaux paniquent, les élites corrompues tremblent, mais pour le peuple, c'est une victoire historique. Désormais, la terre appartient à ceux qui la cultivent et non à des multinationales qui exploitent l'Afrique depuis des décennies. Mais que signifie réellement cette réforme? Quel impact sur les agriculteurs, sur l'économie du pays et sur l'Afrique tout entière? Restez bien jusqu'à la fin, car ce combat dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Le 5 février 2025, une loi révolutionnaire a été adoptée, permettant au gouvernement de prendre le contrôle total de toutes les terres du pays. En d'autres termes, il est désormais impossible aux étrangers de posséder des terrains au Burkina Faso. L'État devient l'unique propriétaire des terres et un système de baux longue durée remplace la propriété foncière. C'est un coup de maître pour protéger la souveraineté nationale et stopper l'exploitation étrangère. Pendant trop longtemps, de grandes entreprises occidentales et chinoises ont accaparé les meilleures terres africaines, laissant les populations locales dans la misère. Souvenez-vous, des millions d'hectares ont été discrètement vendus à des fonds étrangers, menaçant la sécurité alimentaire et la stabilité économique des nations africaines. 25 millions d'hectares de terres dans 5 pays africains ont récemment été acquis par Blue Carbon, une société d'investissement basée aux Émirats arabes unis, spécialisée dans les transactions de compensation carbone. 10% des terres du Libéria sont désormais sous le contrôle de cette entreprise étrangère. 20% des terres du Zimbabwe ont été cédées à des intérêts étrangers. La réforme foncière de Traoré coupe définitivement cette avenue d'exploitation au Burkina Faso, empêchant les entités étrangères de contrôler des ressources stratégiques. Ibrahim Traoré n'est pas seul dans cette bataille. Au Mali, Assimi Goïta lutte contre les multinationales minières qui pillent l'or du pays, laissant aux Maliens des miettes. Récemment, son gouvernement a arrêté le PDG de la société australienne Resolute Mining, révélant comment les multinationales exploitent la richesse minérale de l'Afrique. Au Mali, des entreprises comme Barrick Gold s'approprient 80% des bénéfices miniers, tandis que le gouvernement malien ne reçoit que 20%. Il en va de même pour les terres. Les multinationales achètent des terres agricoles, les exploitent pour des exportations commerciales massives et laissent les agriculteurs locaux dans la misère. En Afrique du Sud, Julius Malema défie les élites pour une redistribution équitable des terres. L'inégalité foncière profondément enracinée en Afrique du Sud trouve son origine dans les politiques de l'ère coloniale qui ont systématiquement privé la majorité noire de la propriété foncière. La plus marquante de ces politiques fut le Native Land Act de 1913, promulgué sous la domination coloniale britannique, qui limitait les Sud-Africains noirs à seulement 7% des terres du pays, un chiffre porté à 13% par le Native Trust and Land Act de 1936. Pendant ce temps, la minorité blanche, représentant moins de 10% de la population, contrôlait plus de 80% des terres arables. Ces lois ont posé les bases de décennies d'expulsions forcées, de déplacements de masse et de marginalisation économique qui se sont poursuivis tout au long de l'apartheid. Des millions de Sud-Africains noirs ont été contraints de se relocaliser dans des homelands surpeuplés et sous-développés, des bantoustans et des townships, tandis que la minorité blanche conservait de vastes terres fertiles. Même après l'abolition officielle de l'apartheid en 1994, la structure de la propriété foncière est restée largement inchangée. Le gouvernement post-apartheid a introduit des programmes de réforme agraire visant à redistribuer les terres aux citoyens noirs historiquement spoliés, mais les progrès ont été lents, entravés par des inefficacités bureaucratiques, des batailles judiciaires et la résistance des grands propriétaires fonciers. Pour remédier au déséquilibre persistant de la propriété foncière, le gouvernement sud-africain a introduit une loi sur l'expropriation foncière qui autorise la saisie de terres privées sans compensation, à condition qu'elles servent l'intérêt public. Le projet de loi, adopté par le Parlement sud-africain fin 2023, accorde aux autorités locales, provinciales et nationales le pouvoir d'acquérir des terres pour des objectifs tels que le développement des infrastructures, le logement public et l'expansion urbaine, une redistribution équitable des terres aux communautés marginalisées, etc. Crucialement, la loi interdit explicitement toute expropriation arbitraire,
et exige que toutes les saisies soient juridiquement justifiées et soumises à un examen judiciaire. Le gouvernement insiste sur le fait que ce projet de loi ne cible aucun groupe racial spécifique, mais vise à corriger les graves déséquilibres fonciers laissés par l'apartheid. Cependant, Donald Trump a présenté cette loi comme une spoliation foncière à motivation raciale, ciblant les propriétaires terriens blancs. L'administration Trump a qualifié cette politique de grave violation des droits de l'homme. En représailles, il suspend une partie de l'aide financière aux pays qui osent briser le joug économique occidental. Mais ce n'est pas tout. Elon Musk, milliardaire et magnate de la technologie, entre dans l'arène en dénonçant publiquement Julius Malema et les réformes foncières en Afrique du Sud. Il exige des sanctions internationales contre les leaders africains qui osent défier l'ordre établi. Son intervention est perçue comme une ingérence inacceptable, un nouvel exemple de l'influence des grandes fortunes occidentales sur la politique africaine. Mais l'Afrique ne se laisse plus faire. Cyril Ramaphosa répond fermement, refusant de céder aux menaces. Julius Malema, quant à lui, riposte avec un message clair. L'Afrique appartient aux Africains, et aucun milliardaire étranger ne dictera notre avenir. La bataille autour de la réforme foncière en Afrique du Sud dépasse la simple question de la propriété des terres. C'est un test de la capacité de l'Afrique à affirmer sa souveraineté face aux pressions politiques et économiques occidentales. Les États-Unis, sous Trump et ses alliés, utilisent le chantage économique pour décourager la réforme foncière et maintenir les structures de pouvoir existantes. L'intervention d'Elon Musk a révélé le rôle des milliardaires occidentaux dans la définition des politiques africaines depuis l'étranger. La réponse de l'Afrique du Sud, en particulier de Ramaphosa et Malema, reflète une résistance croissante contre la domination étrangère. En fin de compte, cette crise dépasse le simple enjeu foncier. C'est une lutte pour l'autodétermination africaine, la libération économique et le droit de tracer son propre avenir sans ingérence extérieure. Le cas du Zimbabwe, un récit faussé par l'Occident. Pendant des décennies, le Zimbabwe a été pointé du doigt comme l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Un avertissement pour les nations africaines tentées de reprendre le contrôle de leurs ressources. Mais, et si on vous avait menti? Si l'histoire qu'on vous raconte était une version tronquée, un récit destiné à servir les intérêts des puissances occidentales? Aujourd'hui, on rétablit la vérité. Dès le début du XXe siècle, la terre est devenue une arme. La loi de 1930 interdisait aux Zimbabwéens noirs de posséder des terres fertiles. Résultat, 4,5% de la population blanche accaparait 51% des meilleures terres agricoles. Plus d'1 million d'Africains ont été parqués sur des terres infertiles. Un système parfaitement guilé pour maintenir les Africains dans la misère, pendant que les colons prospéraient. Oui, le vol de terre était un projet délibéré. L'indépendance ne s'est pas obtenue par des négociations paisibles. Elle a été gagnée par le sang, par une lutte armée contre la minorité blanche soutenue par l'Occident. Robert Mugabe et ses camarades étaient qualifiés de terroristes. Mais au final, en 1980, le Zimbabwe devient indépendant. Problème? Les terres restent entre les mains des colons blancs. Londres avait promis de financer la redistribution des terres. Promesse brisée en 1997. L'Angleterre refuse désormais toute responsabilité dans le financement de cette restitution. Ce qui signifie que les terres volées doivent être rachetées à prix fort par ceux à qui elles appartenaient déjà. Devant ce blocage, Mugabe prend une décision radicale. Récupérer de force les terres sans compensation. Les fermes des colons sont redistribuées à la majorité noire. L'Occident réagit et des sanctions économiques foudroyantes tombent. Le Zimbabwe est écarté du système financier mondial avec une interdiction d'accéder auprès de la Banque mondiale. Les médias occidentaux crient à la mauvaise gestion de Mugabe. Mais ils oublient un détail. L'Occident a étouffé économiquement le Zimbabwe pour le punir. L'Afrique peut-elle apprendre du Zimbabwe? Aujourd'hui, d'autres nations africaines comme l'Afrique du Sud et le Burkina Faso envisagent des réformes agraires. Mais elles savent ce qui attend ceux qui osent s'affranchir du système. Le Zimbabwe est une leçon. Une mise en garde, non pas contre la réforme foncière, mais contre la réaction brutale de ceux qui tiennent à maintenir leur contrôle sur l'Afrique. Il est temps de rétablir la vérité et de rejeter le narratif imposé par l'Occident. Que pensez-vous de cette situation? Partagez vos avis dans les commentaires et surtout, abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités cachées sur l'Afrique. Soyons enracinés.